faut parler aujourd'hui, le contexte justement, quel serait le rôle d'une armée dans cette conjoncture pour le pays et comment l'armée peut aider à, justement, disons, aider au développement de ce pays, quelle serait sa mission et ses attributions pour que cette institution, cette force, ne réponde plus à un certain besoin de servir les hommes du pouvoir en place et disons, la classe possédante, si je peux parler ainsi. Il y avait effacé nous, comme si dans le demi-mois, nous, ça qui est passé en 1804 là, et nous ne nous compte parce que nous avons une culture. Là, on a été qu'on a envahi là avec le conseil de bagaille. C'est un dessin. Hein? D'ailleurs, il y a crasé l'agriculture là. En 1994, nous avons avec politique néolibérale, nous avons dit une Pakistan encore en termes de vendre. Je dis, il y a pas de balle dans le marché encore, dans la maquette. Il y a acheté produit blanc l'autre bois pendant que nous-mêmes nous avons produit ici. Donc, il va pas quitter le produit, ce qui est le produit qu'on est là, on va le penser, on va pour l'autre gens. Donc, les venus en face, côté que, même je ne vais pas rêver. Même je ne vais pas rêver, nous sommes tellement préoccupés, je dis là, par la vie chère. Jeunes garçons partis, jeunes femmes partis au Chili, il y a le Brésil, il y a l'ensemble de côtés. Et leur arrivé l'autre bois, ils ont fait le travail qu'ils n'ont pas fait ici. Mais ils ont fait l'autre bois. C'est comme si nous avons un encouragement pour quitter le pays. Ils ont créé une situation même pour encourager les jeunes garçons. Ça veut dire que les gens qui ont gagné l'idée pour changer la demain, qui ont gagné le pays, ils ont encouragé d'aller. Donc, ils ont fini. À travers les missionnaires, même pas grand compte, mais quand même, ils avaient dit la souterrain, ils ont pour aider nous. Mais ils ont même pas compte tout, que c'est des pions qui ont déplacé justement pour capable prendre le pays à non parce que le comptoir privé ou tellement pas ou ingouvernable, donc il y a pris le pays à non. Donc je dis à rêve ça, que rêve ne pas rêver, n'a pas de conversation rêve vertière là. Mais comment on va le rêver dans les conditions que nous vivons aujourd'hui comme ça? Rêve ou rêve vertière comme ça, pas concrétiser. Donc je dis à dans le contexte nous, il demande pour nous faire un petit recul là, et puis pour nous regarder la situation en tant que jeunes, nous faire des réflexions. Qui ça nous avons fait pour aider pour aider notre monde à rêver. Nous réunissons un objectif pour que nous célébrer encore une fois le 214e anniversaire de la bataille de Vertières. Donc, nous tous connaissons déjà qui sa bataille de Vertières lui-même liée, nous tous connaissons qui ça lui-même les charrier d'elle. Et c'est ça que fait nous inviter des conférenciers de MAC, des conférenciers qui gagnent idée en ce qui a trait ensemble avec question ça pour que viennent parler pour nous. Je voulais parler de l'ancien directeur de police là, en l'occurrence de M. Mario André Sol, et nous avons un professeur de MESA tout que nous avons invité pour venir parler pour nous. Parler de M. Mario André Sol, c'est en ce qui a trait avec question la mer. Donc thématique là c'était de l'essence de la bataille de Vertières. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et nous avons formulé une facette pour chaque intervenant. Par exemple, pour l'ancien directeur de police là, qui c'est M. Mario André Sol, il gagne une facette qui formule comme ça. C'est quel serait le véritable rôle d'une armée dans la concrétisation du rêve des Vertières. Donc là, puisque question là, mais c'est l'affaire actualité, et c'est comme ça nous-mêmes nous voulons rentrer dans l'ambiance donc pour tout le monde échanger idées, ensuite pour nous être capable de connaître qui gens que pour nous ouais bagaille dans l'autre angle. 18 novembre, rappelez-nous, bataille de Vertières. Ça veut dire que c'est la dernière bataille que l'armée indigène a faite et tout de suite avant de proclamer l'indépendance d'Haïti. Mais 18 novembre, la bataille de Vertières, là, tout, il représentait un symbole, il représentait un lieu de mémoire. La bataille de Vertières, là, voulait dire que c'est une lutte
un peuple finalement gagné pour lui capable de vivre indépendant, pour le cap construire une nation, côté tout le monde qui vit dans la nation ça libre. Il y a un peu de monde qui souvent pas fait différence entre Vertières et bataille Vertières. Précisez pour nous cette information ça. En fait, Vertières, en fait, là on a parlé de Vertières, mais avant tout Vertières c'était un fort. Et Vertières c'était un fort qui était tout près ville Cap Français que je ne veux dire nous les Cap Haïtien. Donc on est dans stratégie militaire, puissance coloniale, toute grande ville est entourée de forts pour te protéger. Donc Cap Haïtien, Cap Français plutôt, qui était capitale colonie Saint-Domingue, tu as une dizaine de forts qui te protègent. Donc tu as un fort Picolet, tu as un fort Brida, tu as un fort l'hôpital et tu as un fort Vertières. Donc si vous voulez bataille, dernière bataille ça qui était faite dans la journée 18 novembre, elle était faite pratiquement dans tout fort, mais aspect éclatant. Aspect que tout le monde remémore, c'est Vertières qui était déroulé parce que tu as gagné en pile généraux et parmi les généraux, tu as gagné Capral la mort qui te laissé non. Bon, il a rappelé que Capral la mort, les que boulette français ont tiré sous lui et cheval est tombé. Il était dit troupe en avant. Et puis tout, il continue à tirer sous les chapeaux tombés, il continue à dire soldats en avant. Donc c'est peut-être ça que la bataille de Vertières là, lui représentait un moment important dans la lutte ancien esclaves qui fait avant de proclamer l'indépendance. L'histoire rappelle nous le lendemain 19 novembre 1803 que général Rochambeau te bail Jean-Jacques Dessalines ville au Cap et te remettre tout ville Saint-Nicolas le 29 novembre 1803 mais tout l'armée indigène te vinn ouvert col dans au Cap après que Rochambeau te fin quitter ville au Cap. Nous gagnons l'armée qui pral refaire surface li, nous capable dire 18 novembre 2017 sous 214e année depuis que nous avons commémoré bataille Vertières en tant que historien qui ont trouvé initiative ça. Bon, ça c'est une grande question. En fait, dans l'histoire du pays d'Haïti, nous sommes capables de dire qu'il y a deux types de l'armée. C'est l'armée indigène qui était par l'indépendance là. Et pendant le 19e siècle, c'est l'armée, ça, tant bien que mal, il existé. Il existé. Ça s'ouvrait, c'était le premier type de l'armée. Et l'armée, ça, c'était une idéologie. C'était défendre la souveraineté nationale, c'était défendre les frontières pays. Pendant tout le 19e siècle, c'est une idéologie comme ça qui t'a brassé dans la tête des gens qui étaient dans l'armée d'Haïti. À partir de l'occupation américaine, nous venons pour l'autre armée. Bien que l'armée, c'est haïtien qui la donne, composante c'est haïtien, mais ce n'est pas haïtien qui était formé. C'était troupes américaines qui étaient formées l'armée. Donc, si vous voulez, même si l'armée a été en Haïti, même si c'est l'armée d'Haïti, nous pas qu'à toujours dire c'est l'armée qui est au service de l'intérêt national. Parce que l'idéologie est sortie de l'extérieur. Nous pas ça me dit en résumé, de 1804 jusqu'en 1995, que dernier l'armée, les forces armées d'Haïti démobilisées, ce n'est pas toujours même l'armée. L'idéologie a changé. Donc, mais je dis à qui ça qui va le passer? Il y a une nécessité, il y a une discussion plutôt, il y a un débat pour connaître est-ce que nous avons l'armée ou bien pas bien l'armée. Et je pense que la société haïtienne est divisée sur ça. Il y a des gens qui pour mobilisation l'armée, il y a des gens qui pas d'accord. Dans une société démocratique, les que on bagaille comme ça divisé en société, nous sommes capables de faire ça un référendum pour nous être capables de connaître l'opinion majoritaire. Mais moi, quoi, la Constitution 1997 n'a pas permis de référendum. Dans ce cas, la solution, c'est le dialogue politique pour nous être capables de prendre consensus.
Activité aujourd'hui, elle est entrée dans le cadre lancement salon C'est Vivre. Alors, C'est Vivre, je nous connais, c'est Centre Vivre Ensemble, qui a objectif pour nous pas quitter et date historique ça a passé, nous lancer une série de salons côté nous parler pour nous discuter sur ça qui traverse ce pays. Et je dis, c'est avec plaisir que nous avons fait une activité dans le salon pour parler de grandes batailles qui étaient menées dans le Vertière. Et c'est Jean où elle a déroulé là, son initiative que nous te prévoit accueillir des dizaines de milliers de monde. Les gens où elle là, son activité qui sont censée réussir et avec des écoles, des professeurs d'université, tout le monde. Nous te fait dans le cadre pour nous te cas une certaine mixité entre nous. Et gens où elle là, il y a des monde de tout âge, il y a des monde qui sorti bien loin en province et qui viennent dans l'activité ça là, journée jeudi. Est-ce que nous avons une thématique? Oui, la thématique nous c'est en parallèle entre alors, thématique là, c'est un parallèle qui fait entre 1803, bataille là, qui c'est 1803, c'était bataille pour liberté. 2017, qui c'est bataille pour prospérité, qu'on nous doit entamer pour prospérité. Pour qui ça on t'aime comme ça? Eh bien, là, nous regardons la société, nous voyons que une absence de conscience. Dans cette gourmet, avec bout de zone, yo bat plus grand l'armée qui existait. Eh bien, je dis là, une bataille ça, nous pas faire rien avec. Nous, dans tout rapport qui sorti, nous c'est pays plus pauvre. Dans tout rapport qui sorti, nous c'est pays plus sale. Eh bien, je dis là, nous devons prendre conscience pour nous lancer bataille pour prospérité à Kounia. Parce que 6 ans, cette été fait avec Boudzon, nous-mêmes Kounia là, nous pensons qu'à continuer bataille pour prospérité. Vous parlez de un salon que nous lancons, il y a d'autres activités que nous comptons organiser. Qui ça nous gagne en perspective pour jouer? Oui. Nous gagnons plusieurs thématiques que nous allons gagner pour nous défendre. Ce n'est pas seulement par rapport avec 18 novembre, c'est la bataille Vertière, mais c'est vivre lui-même, il embrasser de causes. Soit pour nous, c'est vivre ensemble. Nous ne parlons pas vivre ensemble, non. Garder si nous sommes atteindre de objectifs pour nous arriver à lancer sur le chemin de prospérité. Alors, nous avons des thématiques qui varient, que nous allons essayer de garder ensemble pour nous réfléchir dans le cadre salon et du même coup, garder qui solutionne quand je ensemble. Alors, l'activité ça là, il est en combien de jours? Et activité salon. Alors, son activité qu'il a, chaque fête, 2 fois par mois. Alors, son activité qu'il a duré indéterminée. Nous avons fait tout le temps des thématiques, tout le temps des sujets. C'est un cadre pour nous ouvert et porte nous, de l'autre l'idée entrer, de l'autre monde vient parler. Alors, pour ça qui fait en prévu à 18 novembre, c'est combien de jours? Alors, c'est seulement jeudi. C'est entre 10h et midi, c'est 2 heures de temps, c'est pour lancer Salon Vivre Ensemble. Permettez-nous de une idée de qui ça que nous fixer comme objectif à travers le monde qui a participer dans Salon. Ok, nous-mêmes, nous voulons prendre responsabilité nous dans ces vivres. Nous ne voulons pas regarder plein, même gens avec tout le monde a fait. On ne peut pas dire tout le monde, même gens en pile monde a fait. Nous mettons nous à la patte là, et gens nous-mêmes nous pour nous mettre à la patte. C'est d'ailleurs ouvert pour nous, bailler tout le monde possibilité pour venir bailler l'idée, pour venir bailler ça qu'on est, et du même coup, et arriver à genre de solution, de proposition de solution à un monde qui a dirigé. Merci. D'accord, merci. Voilà. Depuis d'abord rappeler que IDEA, c'est l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale. Et nous, toujours, puisque en janvier, nous avons 6 ans, nous toujours travaillons avec différentes institutions dans le pays, dans le cadre de renforcement, que ce soit partis politiques, parlement, conseil électoral. Et depuis 2 ans, on a réfléchi en pile sous le campé conseil électoral permanent, comment ça va se passer. Donc, et nous devons rendre compte avec une autre institution qui est très impliquée dans la question électorale, qui c'est IFES. Il est intéressant de rencontrer des anciens membres de CEP pour voir comment l'expérience se fait. Ce qui était intéressant, ça qui était moins intéressant. Donc, il y a plusieurs réunions avec IFES que nous voulons saluer. Il est important que nous saluions notamment
un spécialiste, donc Van Guyenne, qui est basé au Mexique, mais qui est toujours venu en Haïti, justement, dans 4 consultations que le gagne avec IFES. Et nous rendons compte, IDEA, qu'il fallait aller plus loin que ces rencontres et nous demander un avocat qui est spécialiste en questions électorales, Maître Hudson, pour que lui rencontrer des institutions, pour que lui rencontrer tout un pile ancien membre conseil électoral qui pat dans réunion yo pour connaître qui l'idée yo, qui proposition yo, qui recommandation yo par rapport à implémentation d'un conseil électoral permanent. Donc, c'est comme ça que Maître Hudson était pendant près de 2 ans à rencontrer les anciens membres du conseil électoral, des gens qui sont responsables de BED, responsables de BEC, pour connaître si nous-mêmes, nous avons demandé nos recommandations, nous avons demandé nos conseils pour mettre campé un conseil permanent qui l'idée nous. Donc c'est pour ça que nous faisons un livre sur le conseil électoral permanent. Mais ce livre ça va sortir en janvier. Nous rendons compte que l'important parce que il va servir à conseil électoral, il va servir à ni exécutif, ni CSPJ, ni parlement, ni société civile, mais nous réaliser que au moment où nous là ensemble, il y a un pile réflexion, il y a un pile brasser l'idée qu'a faite sous mettre campé un conseil électoral permanent. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de prendre extrait dans le livre qui est sous conseil permanent, extrait ça qui parlait lui-même de façon très précise de mettre campé conseil permanent. Nous dit mais on rend extrait à public parce que comme ça il pral servi, il pral versé dans réflexion qu'a faite au niveau de tous les pouvoirs sur conseil permanent pour que le grand conseil permanent qui mettait sous pied, eh ben, il pas poser question sur est-ce que mon li compétent ou bien est-ce que li pas compétent ou est-ce que conseil là li équilibré par un déséquilibre en dans conseil là. Donc à partir de toute interview, à partir de toute chita tendez ça yo que avocat te fait avec toute personnalité qui intéressée ou qui concernée par conseil électoral, nous te fait livre ça et nous parlerons ensemble. Donc, nous avons des gens qui font rentrer que yo ba yo un livre tout de suite, permettre chita. Donc, il n'y a pas besoin à le remplir. Marie, fais mon chita tout de suite, s'il te plaît. Ba yo un livre. Merci en pile. Il y a une possibilité pour faire 2 vaccins en même temps. D'ailleurs, au point de vue économique, il est beaucoup plus rentable. Quand vous avez organisé une campagne de vaccination contre PPC, une campagne de vaccination contre PCN, ça a demandé trop de mobilisation et trop d'argent pour ça fait. Donc, là, pas de problème, c'est que nous avons fait tous 2 vaccins en même temps. Il faut moi dire non que il y a un document de programme qui est écrit pour élimination peste porcine et maladies des chaînes en Haïti. Document de programme ça, son document de programme quinquennal qui a doué chita sur 5 ans. Moi, nous avons écrit document et nous bénéficions de appui technique FAO
OIRSA, et qui vient par une autre touche dans le document et nous définit stratégie d'intervention dans le document. Et stratégie d'intervention qui s'allie, c'est que nous inscrit nos politiques de protection sanitaire de toute l'île d'Haïti et non pas uniquement de la République d'Haïti. Parce que les questions de maladies qui sont des maladies transfrontalières, c'est-à-dire une maladie qui est extrêmement contagieuse, qui peut passer d'un pays à un autre très facilement, même les frontières qui séparent deux pays, mais lorsqu'on fait une bonne politique sanitaire, il faut considérer, c'est il-là pour considérer. Et c'est ça qui fait que la stratégie, pardon, côté nous allons commencer, les communes frontalières avec les 4 îles adjacentes, la Tortue, la Gonave, Caïmite, la Vache, c'est là en décembre que nous allons commencer avec campagne de vaccination. Après, nous allons tomber dans le nord, nord-est, nord-ouest, Artibonite 100. Ensuite, nous prenons l'ouest, sud, sud-est, Grand-Anse, Nip, Grand-Anse. C'est un système de balayage et c'est une bagaille que nous déjà entendons avec la République dominicaine, qui est inscrit dans le cadre d'un programme qui est un programme binational de lutte contre PPC et maladie de Téchet. Jean-virus, le téchovirus de la famille des Picornaviridae. Son virus conjoint en dans l'intestin, c'est à faire de son entérovirus. Et c'est ça qui fait de maladie. Eh bien, maladie, ça, principale voie de transmission, c'est par la bouche et par les excréments, parce que le virus là, en dans excréments, parce que le virus là, c'est en dans l'intestin, son entérovirus. Son entérovirus. Si je prends un budget, programme pour éliminer, éradiquer PPC avec rage, c'est un budget qui va petit. Parce que ce bagage que les experts estiment qu'il faudra gagner entre 12 à 13 millions de dollars américains pour être capable d'arriver à éradiquer 2 maladies en dans le pays. Il faut me dire que l'État ici prend des engagements parce que c'est une réunion qui était faite en 2009 à Punta Cana, en République dominicaine, à Uruguay. Les services ont fait évaluation du plan continental d'éradication de la peste porcine classique. Déjà, nous avons pris un engagement pour en 2017, là, nous sommes arrivés à éradiquer la maladie. Nous avons renvoyé l'échéance là à 2020. Donc, il faut nous faire un choix. Le choix que tu as fait avant, c'était un choix pour contrôler la maladie. Le contrôle des maladies, c'est qu'on choisit pour vivre avec germe. Pendant ce temps, si on fait un choix éradication, eh bien, laisse ça ou faire un choix pour faire germe disparaître. Donc, stratégie d'éradication, dans une période de temps plus courte, d'écouter plus l'argent que stratégie de contrôle. Mais son temps plus long, stratégie d'éradication beaucoup plus rentable. Parce que lors des maladies, dans la caillou, il est impossible pour développer l'industrie porcine vraiment, parce qu'on n'est jamais capable d'arriver à développer une relation commerciale en matière de viande porcine avec l'autre pays. Secteur élevage là, la caillou, c'est un secteur qui est important pour le grand secteur agriculture. C'est ça qui fait que dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafont a tenté de soumettre nous, l'élevage là, il a une très grande importance et il vient constituer comme une priorité.
Et nous tous connaissons qui ça élevage représenté pour la paysannerie rurale haïtienne. Ce n'est pas la première maladie qui a attaqué les cochons. Nous tous, nous songeons, ça nous est passé en 1978 avec la peste porcine africaine. Qui était un pile problème qui était venu conduire nous à éradiquer tout cochon pour ne pas quitter souche. Nous venons d'une peste porcine classique là, qui introduit la caille en 1996. Toute maladie, ça y est, majorité pour pas dire, toute maladie, c'est même causée par des vermines qui sont de l'autre côté. Ça que nous relèvons dans le langage scientifique là, des pathogènes exotiques. Ces chaînes là, ça nous relève les maladies rein cassé. Nous parlons de ça qui fait relève comme ça, parce que si on a un symptôme, ils viennent la caille nous en 2009. Tout le monde relève rein cassé. Mais le problème que nous venons créer, pendant que nous avons lutté contre la peste porcine classique là, ces chaînes viennent paraître presque un tableau de symptômes qui est similaire à la peste porcine classique là. D'où ils viennent rendre le diagnostic là presque difficile. Ils viennent rendre difficile. Et les symptômes, c'est problème respiratoire, problème de digestion, problème de reproduction, et à la fin, le cas vient presque chronique, ou vient joindre que le cochon l'a traîné avec 2 pieds devant, après reste derrière traîner. C'est-à-dire que le rien cassé. Son maladie qui est causée par un virus, et son maladie qui est très contagieuse. Et il n'y a pas l'âge pour l'attaquer cochon. Il attaque le cochon à tout âge. Face à la situation sanitaire, le ministère a toujours fait effort pour réaliser des campagnes nationales de vaccination contre toutes 2 maladies. Nous n'avons pas joint vaccin ni pour tes chaînes, ni contre peste porcine classique. Là. Récemment, grâce à l'appui de l'ONG EIFER International, avec ONG ça, nous signons encore depuis 2013, et grâce au financement de Banque interaméricaine de développement, la BID, le ministère te bail tête comme objectif pour t'acheter pour l'exercice 2017-2018 ça 850 000 doses de vaccins contre maladie rein cassé. Et actuellement, nous avons 150 000 doses qui sont disponibles en Haïti, dans la chambre froide. Et nous avons 652 000 doses de vaccins contre PPC qui l'a tout. Mais, direction, à partir de disponibilité ça, il gagne en plus de 150 000 doses de vaccins contre Téchennan, il gagne 198 000 doses contre PPC. D'où une dose vaccin contre peste porcine classique là que nous commandons. Et c'est 198 000 qu'il a pour accompagner 150 000 par Téchennan. Au plus tard, nous avons au moins mois de décembre pour la campagne là commencer. Nous déjà pour diagnostiquer côté qui gagne plus cas qui présentait, côté qui est urgent, mais déjà le secteur privé a commencé à approcher nous pour être capable de faire propre intervention. Il faut communiquer le plan de passage marché. Donc c'est pas courant à la CNMP
de recevoir les plans de passation de marché des mairies. Donc je pense que c'est une bonne occasion donc, de vous inciter à le faire parce que c'est extrêmement important de communiquer vos plans de passation de marché à la CNMP. Et c'est une obligation de la loi. Donc, bien que, selon les dispositions de la loi, ce plan devrait être communiqué au plus tard le 30 octobre, mais on est au milieu de novembre, donc c'est encore possible. C'est encore possible. Je pense qu'après cette formation, la CNMP va recevoir les plans de passation de marché des mairies. L'objectif là, c'est faire tout acteur qui est concerné par marché public dans le pays, connaît rôle et responsabilité. Et que pour chaque arrivée, normalement, je vais participer pour permettre que le système est capable de fonctionner mieux et ça va permettre que nous voyions une image qui est positive. Donc nous rencontrons plusieurs acteurs déjà. Nous rencontrons les directeurs et coordonnateurs généraux. Nous rencontrons les entrepreneurs, nous rencontrons les fournisseurs, nous rencontrons les amis de la presse. Et je dis à nous avons rencontré les maires de la zone métropolitaine et des communes avoisinantes. Donc l'objectif là, c'est ça lié. Parce que en tant qu'autorité contractante, il y a une responsabilité, même tout pour passer des marchés. Il y a une responsabilité tout au début de chaque année fiscale pour préparer un plan prévisionnel de passation de marché. Donc, nous réunissons non seulement pour nous rappeler les responsabilités, mais montrer autour l'importance du plan prévisionnel de passation de marché, comment pour préparer le plan ça, qui est l'importance du plan ça, parce que c'est plan ça qui permet que CNMP, ensemble des marchés qui vont venir pendant l'année, c'est plan ça tout qui permet que les entrepreneurs et fournisseurs aient qui ça va lancer pour commencer à préparer en conséquence. Au niveau CNMP, est-ce que nous avons déjà recevoir plan prévisionnel passation de marché ensemble mairie qui dans le pays ou encore dans le département de Sahel? Est-ce que vous avez une idée de quantité? Non, nous ne pouvons pas recevoir en pile. Nous recevons en pile plan prévisionnel de passation de marché pour des ministères, des organismes autonomes, des mairies qui commencent à voir, mais il n'y a pas en pile. Ça qui commence à voir. Pour les mairies qui sont dans une zone reculée, comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire formation pour eux tout? Il y a une nécessité pour communiquer nos plans ça. Ok. Pour le Grand Nord et le Grand Sud, nous avons une commission départementale des marchés publics qui existait déjà. Ça veut dire et mairie ça il n'y a pas de problème du tout. Maintenant pour l'autre département, CNMP a travaillé pour venir une commission départementale qui est dans la zone ça. Mais quand il y a à côté qui pas de commission départementale là, CNMP prévoit dans le cap venir dans l'ensemble de formations qu'elle a l'habitude de faire à longueur d'année pour être capable de lancer des invitations à représentants pour être capable de venir assister à la formation qu'elle a fait. Partagez avec nous l'autre acteur CNMP pour le rencontrer dans le cadre de jeunesse sensibilisation. Et CNMP rencontrer ensemble acteurs. Nous avons dit aujourd'hui, c'est bouclé avec rencontre différents acteurs qui sont concernés par le système de passation de marché public haïtien. Nous rencontrons déjà les directeurs généraux des ministères et des organismes autonomes. Nous rencontrons les coordonnateurs généraux, côté qui est coordonnateur général. Nous rencontrons les fournisseurs. Nous rencontrons les entrepreneurs, nous rencontrons la presse et je tiens à rencontrer les collectivités territoriales. Pays dans le monde que tu parles de marché public, l'objectif principal là, c'est diminuer ou bien réduire le taux de corruption qui existe dans le secteur. Ça. Nous connaissons Haïti, ça perdu un paquet de points là, on a fait bagaille corruption. Et le gouvernement actuel là, tout le dit, il veut bataille contre la corruption, donc on a pris de garder. Mais du fait que nous commençons à faire formation comme ça, mettez nous-mêmes qui dans le niveau plus bas dans la mairie. Et dans une situation et pour nous connaître que pour nous pas faire travail ni acheter bagaille pour mairie à n'importe qui gens. Donc ça veut dire que pour réduire le taux de corruption qui existait dans la mairie. Même tout profiter du autour pour respecter même système dans le niveau gouvernement central. Nous avons un rapport sorti dans le Sénat là qui a accusé mon acteur et à travers accusé. Donc nous avons souhaité que et nous connaissons qu'en pile dans Maïssa là venu volontairement, il y a trop content pour qu'on ça passer. Même pour nous même Maïssa on a niveau la caille nous.
et magistrat et magistrat adjoint. Donc, ou bien droit, un travail ou bien fait. Moun qui cousin ou bien zanmou qui ont entreprise en zone, la poser question pour ça fait pas lui-même. Donc, c'est une formation et pour travailler tout le monde dans le pays. C'est une formation pour faire vulgarisation pour tout le monde comprendre ça veut dire marché public. C'est très bon et nous espérons qu'il y a continué de faire ce type de travail. Alors, donc, bien entendu, automatiquement, nous tenons donc à remercier les membres du jury pour leur contribution à cette œuvre qui est le prix littéraire Henri Deschamps, car je tiens à signaler que c'est un travail bénévole. Les membres du jury œuvrent et planchent sur de nombreuses œuvres qui sont soumises à leur évaluation. Je dois dire cette année, c'est un cru de 52 manuscrits qui ont été soumis à l'évaluation du jury. Donc c'est un gros travail que de passer en revue 52 œuvres pour pouvoir en tirer la pépite d'or qui doit être primée. Donc je tiens encore à vous remercier et ceci montre votre engagement auprès des écrivains, auprès de ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Je tiens à vous remercier et de transmettre aussi à Ketli, qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut être avec nous ce soir, les remerciements de la Fondation Lucienne Deschamps et de la Maison Henri Deschamps pour le travail accompli. Nous tenons aussi à signaler que ce prix est décerné à une œuvre dans l'anonymat. Les membres du jury ne connaissent jamais le nom de l'auteur de manuscrit. Ce n'est que lorsqu'ils ont fait leur choix qu'à ce moment, au secrétariat de la Fondation Lucienne Deschamps, qu'une fois le titre de l'œuvre a été déterminé comme gagnant, qu'à ce moment, nous pouvons savoir qui est l'auteur de l'œuvre primée. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Lucienne Deschamps pour cette fenêtre ouverte aux jeunes écrivains du pays, car il leur manque ce soutien, il leur manque cet encouragement, il leur manque cette reconnaissance qui leur permettra de toujours vouloir aller plus loin. Je te félicite, chère Saïka, car tu es lauréate de ce grand prix littéraire pour ton roman Tifi, ce qui nous renvoie au vieux dicton, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Dans ce roman, Saïka nous régale par sa plume. Dans ce roman, elle marie l'agilité littéraire à l'appréciation des valeurs familiales. Tifi représente une preuve additionnelle que l'écriture mérite sa place d'honneur dans le pays moderne que nous souhaitons tous voir un jour. Tifi nous rappelle que la famille et le travail demeurent des valeurs essentielles de la société haïtienne. Autant dans la littérature, dans l'histoire que dans la vie quotidienne, la femme haïtienne s'impose comme l'incarnation de ces valeurs. Elle, potomitan, trait d'union de la famille. Catherine Fion n'a pas seulement cousu le drapeau, elle a également représenté le symbole de chacune de ces femmes haïtiennes qui tissent la vie de notre société en dépit des adversités. Nul n'ignore que le renforcement de la société passe par une politique qui assure les mêmes chances de succès à la fille qu'au garçon. Je dirais même, comme femme et comme mère, tenant compte des conditions sociales, il faut fournir des opportunités aux filles
à part égale avec les garçons. Il me plaît de voir que des étoiles de cette génération se penchent sur les conditions sociales de la femme. Il me plaît de voir que les valeurs fondamentales de notre société se perpétuent à travers les lettres d'une jeune femme comme Saïka. Mesdames, Messieurs, chère Saïka, que ce prix littéraire soit suivi d'une longue carrière couronnée de succès. Que ce premier effort inspire surtout d'autres jeunes femmes à s'engager dans cette belle aventure, l'art de joindre l'imagination à l'écriture, cette capacité d'épater, de surprendre le lecteur par un récit bien conçu. Saïka, bravo. Je veux dire merci à la Fondation Lucienne Deschamps parce que cette initiative contribue à une vibrante promotion de la littérature haïtienne. Merci. Je veux également dire merci aux membres du jury pour ce prestigieux prix, comme je viens de le dire tout à l'heure. Merci à vous. C'est vraiment un honneur. Je ne le réalise pas, mais je suis là. Je dois me pincer pour me dire, Saïka, c'est vrai, tu es là. Merci. Et je dis merci à ma famille, à ma tante, à mes tantes et à tous mes amis qui m'ont toujours soutenu et qui sont pour la plupart présents aujourd'hui pour partager ce moment avec moi. Merci à vous. Et comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent, le créole compte beaucoup pour moi. J'y attache une grande importance. Donc je tiens à dire merci ce soir à tous ceux qui, dans le temps, ont eu le courage de s'exprimer en créole, au temps où parler créole était synonyme d'ignorance, soit dans des audiences, à la radio ou en public. Ceux qui ont eu le courage de parler créole, merci. Mais encore, je tiens à dire merci à ce jury, encore une fois, qui a rappelé et confirmé que le créole ou que la langue est un véhicule du savoir-dire et non du savoir en soi. Merci à vous. Ce prix représente beaucoup plus que je ne saurais vous l'expliquer. Je n'ai pas de mots ce soir. Il s'agit d'une matérialisation de passion sans pareil. Il s'agit d'une histoire dans ma tête qui revenait comme des contractions. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que ça revient de temps en temps. Non, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que ça revient de temps en temps jusqu'à ce qu'on accouche. Eh bien voilà. J'ai accouché de Tifi dans une kyrielle d'émotions, dans une pléiade d'émotions. Peut-être qu'il y avait de la douleur aussi, parce que j'ai partagé sa douleur. Et je vous invite tous à le faire, vous n'allez pas regretter. C'est un livre qu'on apprend à aimer et on aime tous les personnages. Je vous invite à le lire, vous allez découvrir la province, la mentalité et des gens qui sont à la province avec moi dans ce livre. Prix ça pour moi, je me dis déjà, les représenter en pile bagaille. Pour moi-même qui souhaitais que chaque grand haïtien comprenne que créole là, il n'est pas seulement une langue que nous lever comme ça, nous lever, nous parler et puis c'est bon. C'est un mapou dans la culture nous. Ils sont gros bagaille dans la culture nous. Faut que nous comprenions ça. Donc, je souhaite moi-même, je écrit boss moi en créole. Je parler avec en créole sans pour autant moi pas mettre français de côté ni on gagne l'autre langue de côté. Parce que c'est nous-mêmes créole. C'est une langue que nous-mêmes nous arrivons mettre ensemble à partir de toute histoire nous te vivre dans l'esclavage là, créole en fait, nous accoucher de créole là. Donc, je pense que nous ne pas supposé mettre de côté. Et je promets pour ça en pile. Sans nous pas mettre belle-mère, nous, français, à deux côtés. Excusez-moi si je me dis comme ça. Mais créole là, c'est petite nous. C'est maman nous. Et... Assoya. Merci. Et Assoya, je voulais dire, grand moi, Dieu Donald Lebon, merci. Qui parle encore, qui pas gain temps. Ouais, comment ça? Mais chaque fois qu'on dit, petite, moi, ça a écrit comme ça, puis la tête ou parti, non?
le mal corridor, le mal dans le pays, moi, le fait grand matin, bon, la mer pour mal écrit. Je me tourne le petit là pour manger le gâteau. Ça l'a écrit comme ça. Mais il apprend moi un pile bagaille. Et il ba en pile et puis gros héritage c'est l'amour pour province et c'est l'amour pour pays. Il apprend moi un pile bagaille. Et l'autre monde m'a dit merci, c'est maman qui n'a assistance là. Ma vie nous applaudit s'il vous plaît. Maman, pris ça, c'est pour grande moi, c'est pour ma tante moi. C'est pour. Merci un pile, merci tout le monde. L'évangile nous place devant un choix, ou bien donner sa vie, non pas quelques fragments, mais toute son existence, ou bien se servir soi-même et sur sa propre ombre. Entre autres, dans la poursuite du prestige humain, impossible de marcher sur ces deux voies. Choisir le Christ Jésus suppose de n'en suivre aucune. Choisis-tu le Christ, toi, qui est là? Est-ce que c'est Jésus la choisi? Est-ce que c'est Jésus la choisi? Continue, cherche. Est-ce que c'est Jésus la choisi? Jésus a choisi. Le Christ n'a que ton choix. Un choix de l'essentiel, repris sans cesse en plein milieu de tes activités scolaires et académiques. Choisir, personne ne le peut pour toi. Toi qui es là, commence à choisir le Christ. Donne-lui ta confiance. N'attends pas que ton cœur soit changé. Jour après jour, le Christ le changera. Amen.
Depuis le 11 novembre, peut-être sans que en pile monde pas rendre compte, il y a un grand événement historique qui commence en Haïti. Qui s'allie, c'est quoi JMJ? JMJ, c'est Journée mondiale des jeunes qui arrive en Haïti. Quoi, c'est d'abord un élément purement diplomatique lié. C'est son quoi qui voyageait à travers le monde, et ceci depuis l'année 1984. Et monde qui était demandé pour faire quoi ça, et qui embrassait quoi ça, à la suite de toute jeune ça, c'était le Saint-Pape Jean-Paul II, depuis l'année 1984. C'est-à-dire quoi ça? Il y a environ 33 ans. C'est un patrimoine du Vatican qui est logé dans le musée Vatican à Rome. Et chaque fois qu'il gagne des Journées mondiales des jeunes, quoi sorti dans la rue pour lui visiter quelques pays, particulièrement pays côté JMJ a fait là. Dernier pays quoi c'est Rio de Janeiro. Avant-dernier pays c'était dernier pays c'était Cracovie en Pologne. Avant-dernier pays c'est Rio de Janeiro, Brésil, et ainsi de suite. Il passe l'Espagne, il passe la France, il passe Portugal, il passe Manille, il passe en Afrique, Sénégal, Rwanda. Quoi faire tour du monde? Mon père dit nous on croit qu'on ça sorti à Rome qui fait le tour du monde et il vient en Haïti pour la première fois. Ça veut dire qui ça pour nous en tant que chrétiens? Bon, premièrement, c'est faut nous dire Pape François merci parce que premièrement, c'est la première fois que Journée mondiale des jeunes a fait dans le pays d'Amérique centrale. Il a toujours considéré que le pays d'Amérique centrale est très pauvre, il n'y a pas de moyens pour accueillir des millions de jeunes. Pape François montrer tout le monde que ça dit, c'est pas ça. Il a accordé Panama JMJ. C'est dit en janvier 2019 quoi Panama. Donc quoi qui vient en Haïti, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de prendre chance pour venir avec nos type de pays tant qu'Haïti. Mais c'est parce que Pape François c'est un coupable pauvre avec pays qui pauvre, il était exigé que quoi il visiter tout Haïti. Et c'est ça qui fait que nous recevons quoi de manière diplomatique dans l'aéroport là le 11 et puis quoi il visiter les NIP. Avant hier nous étions Tigouave, hier nous étions Croix des Bouquets, je dis à Port-au-Prince et demain nous allons aller Saint-Marc avec lui pour continuer à monter vers Gonaïve, de Gonaïve vers Cap Haïtien, il prend aller Fort Liberté pour traverser en République dominicaine. Donc si on croit nous pas connaît qui le encore qu'a gagné un événement qui fait quoi ça arrive en Haïti. Vol Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier.